Au nord du Népal se trouve un territoire mystérieux appelé Royaume de l'eau ou Mustang. En plein cœur de l'Himalaya, cette région a longtemps été interdite aux étrangers. Aujourd'hui, une équipe d'archéologues commence à explorer ces terres. Ils ont découvert les vestiges d'une culture inconnue vieille de plus de 1500 ans. Ce peuple ancien a creusé des milliers de grottes à flanc de falaises. Ces grottes renferment encore une quantité d'objets, de pièces d'art et d'ossements humains. Mais cette civilisation s'est développée dans une des régions les plus hostiles au monde. L'air y est très pauvre en oxygène et il est quasiment impossible d'exploiter la terre sur ces reliefs escarpés. Alors pourquoi des hommes ont-ils choisi de venir s'établir ici? D'où venaient-ils et comment sont-ils parvenus à survivre dans ce royaume perché sur le toit du monde? Au milieu des montagnes de l'Himalaya, une équipe d'archéologues se dirige vers le nord du Népal, tout près de la frontière avec le Tibet. Ils se rendent dans le village de Samdzong, l'un des plus hauts de la région. Pour l'atteindre, ils doivent franchir à pied un col culminant à 4480 mètres d'altitude. Le village est installé au pied d'une falaise. Dans la roche, à des centaines de mètres de hauteur, se trouvent des milliers de grottes mystérieuses, taillées par la main de l'homme il y a des milliers d'années. Elles sont si difficiles d'accès que personne n'y est jamais entré de mémoire d'homme. Mais les habitants de Samdzong rapportent que depuis quelque temps, des ossements humains dévalent régulièrement du haut de ces parois rocheuses. Qui a creusé ces tombes mystérieuses? Qui a pu réussir un tel exploit? Ces questions intriguent l'archéologue Mark Aldenderfer. Ce que nous aimerions comprendre, c'est d'où venaient ces gens qui ont commencé à vivre ici si haut dans l'Himalaya. Qui étaient-ils? Et surtout, quand se sont-ils installés ici? Ces montagnes font partie des derniers endroits du monde à avoir été habités par l'homme. Même les terres hostiles du cercle polaire ont été peuplées plus tôt. Aujourd'hui, quelques 6000 personnes vivent encore dans la région. Elles subsistent grâce à l'élevage des chèvres et à une modeste agriculture. La plupart des habitants continuent de perpétuer un mode de vie traditionnel. Mais les conditions climatiques sont rudes à une telle altitude et de nombreux enfants meurent encore prématurément. Les membres de l'expédition sont parmi les premiers étrangers à pénétrer dans le village de Samdzong. Rares sont les étrangers à s'être aventurés avant eux dans le royaume interdit du Mustang. Jusqu'en 1992, le gouvernement népalais empêchait toute forme de tourisme afin de préserver les habitants du reste du monde. Aujourd'hui encore, il faut une autorisation spéciale pour se rendre ici. En signe de respect pour les traditions locales, l'équipe organise une puja, une cérémonie d'offrande bouddhiste destinée aux divinités de ces montagnes. L'exploration des grottes pourra ensuite commencer. Mais l'accès aux grottes est une opération risquée et délicate. L'expédition n'est d'ailleurs possible que grâce à l'aide de l'alpiniste Pete Atans et son équipe. Pete connaît très bien la région et a gravi 7 fois l'Everest. Ça fait plus de 35 ans que je viens au Népal. Mon rôle ici est de rendre possible l'accès à ces grottes et surtout d'aider les scientifiques à y pénétrer. D'après toi, on se situe plus ou moins à la verticale du grand portail? Il devrait pouvoir y accéder, mais il va falloir qu'il se balance un peu.
Le site compte plus de 10 000 grottes. L'équipe a ciblé les plus prometteuses. Celle-là ? Exactement! Les falaises se sont érodées au fil du temps, mettant progressivement au jour les vestiges. À l'origine, l'accès a dû se faire par des puits creusés depuis le sommet de la falaise. On a réussi à rejoindre 2 chambres reliées entre elles. Elles contiennent une grande quantité d'ossements apparemment humains, mais il y a aussi des restes d'animaux. Il y a encore plus d'ossements à l'extérieur. L'érosion des grottes progresse tellement vite que l'équipe ne peut pas prendre le temps de s'installer et d'effectuer des fouilles approfondies sur place. Les archéologues doivent collecter les vestiges et les mettre à l'abri rapidement. Dans un premier temps, Pete va effectuer un inventaire des ossements et des artefacts trouvés. Le principe, c'est de me dépêcher de dessiner, d'étiqueter et de numéroter les vestiges avant de les faire parvenir aux scientifiques pour qu'ils les étudient. Ils pourront ensuite tenter de définir leur nature et à qui ils appartenaient. Il y a 10 grottes sur cette partie de la falaise et toutes contiennent des restes humains. Bien que sujet au vertige, Mark doit se rendre lui-même au moins une fois jusqu'aux grottes pour en avoir une vision complète. Il doit grimper au sommet avant d'être treuillé jusqu'à l'entrée de la grotte. Ça ne s'atténue jamais? Ce que je déteste le plus, c'est le passage qui mène au sommet. C'est très étroit et au moindre faux mouvement, vous êtes mort. Mark descend en rappel en tandem avec Pete. L'alpiniste a fait passer les 2 cordes dans son propre harnais pour retenir Mark s'il venait à tomber. La falaise est haute de 60 mètres et les grottes les plus élevées sont situées 12 mètres au-dessous de la corniche. Une fois sur place, Mark et son équipe passent la terre au tamis pour en extraire les artefacts les plus petits. Les archéologues ont ainsi pu récolter des centaines d'ossements qu'ils treuillent en bas de la falaise dans des sacs. Ceux qui ont creusé ces grottes l'ont fait pour des raisons culturelles. Ça s'inscrit dans une forme de rite funéraire. En Occident, nous inhumons nos morts dans des cimetières. Ici, nous avons une sorte de tombe collective. L'équipe met au jour des milliers d'ossements. Chacun sera analysé pour reconstituer l'histoire de ces mystérieux habitants. Jacqueline Heng, la paléopathologiste de l'équipe, commence l'étude des os à mesure qu'ils sont acheminés. Pour elle, ce travail s'apparente à la lecture du journal intime des défunts. J'ai toujours le sentiment de vivre un moment solennel au contact des ossements humains. Ils représentent la dernière histoire que ces gens pourront nous raconter. Ils nous donnent des indices sur leur vie, nous disent s'ils sont morts jeunes, s'ils ont eu une infection ou bien s'ils sont morts paisiblement. Jacqueline parvient à déterminer que pas moins de 105 individus ont été inhumés dans ces tombes rupestres de Samtsung. La datation au carbone 14, effectuée plus tard en laboratoire, révélera que les ossements datent de 400 à 600 ans après Jésus-Christ. Mais certains os présentent des marques étranges. Bon sang, c'est une entaille. Des entailles faites au couteau apparaissent très clairement à la surface de nombreux ossements. Dans certains cas, de multiples entailles sont présentes au même endroit. Ces traces ne sont pas nécessairement le signe de pratiques cannibales, mais elles indiquent avec certitude que le peuple de Samtsung démembrait et dépeçait ses morts. On peut y voir une ressemblance avec une cérémonie funéraire encore pratiquée dans la région, le rite bouddhiste de l'inhumation céleste. Ici, lorsqu'un villageois meurt, sa dépouille n'est pas enterrée, mais découpée et déposée en altitude en guise d'offrande aux oiseaux de proie. De cette manière, le mort ne pourra pas revenir occuper son ancien corps. L'anthropologue britannique Charles Ramble est un expert en rituels tibétains. Ce que font les Tibétains tout de suite après la mort de quelqu'un, c'est de casser le dos pour assurer que même si le cadavre devient réanimé, ses potentiels nocifs seraient limités
par le fait d'avoir le dos cassé. Les Tibétains disent que c'est la raison principale pour laquelle ils n'enterrent pas leurs morts, parce qu'ils ont peur que le cadavre, même s'il est enterré, peut se lever. Le rituel bouddhiste de l'inhumation céleste est pratiqué pour que rien ne subsiste du corps des défunts. L'objectif ultime de cette pratique est de laisser une chance aux morts de se réincarner dans une nouvelle enveloppe corporelle et d'y vivre une nouvelle vie. Ceux qui ont déposé leurs morts dans les grottes ne voulaient pas faire disparaître totalement les dépouilles. Mais leur dépeçage rituel annonçait peut-être les inhumations célestes des bouddhistes tibétains d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, les archéologues estimaient que le bouddhisme s'était diffusé dans la région longtemps après l'époque des tombes rupestres. Mais l'un des artefacts retrouvés à Samtsong remet cette théorie en question. Il y a de très intéressants vestiges de l'époque bouddhiste ici, on ne s'y attendait pas du tout. C'est un genre de petite tablette d'argile. On y voit un Bouddha assis. Il s'agit peut-être du plus vieux vestige bouddhiste jamais trouvé dans le haut Himalaya. C'est très fragile. Le bouddhisme a été introduit au Tibet par l'empereur, qui était le fondateur de l'empire tibétain, en fait, Songtsen Gampo, au milieu du 7e siècle. Mais cette petite image vient d'une époque beaucoup plus ancienne. Peut-être que le bouddhisme était déjà présent sur le plateau tibétain, mais il n'y a rien d'écrit là-dessus, et même si les gens le savaient, ils ne voulaient pas en parler dans les écrits tardifs, parce qu'ils voulaient que ça soit à l'honneur de Songtsen Gampo. La manière dont s'est diffusé le bouddhisme primitif reste un mystère à ce jour. Personne n'a jamais réussi à l'établir de manière certaine. C'est pour ça que nos découvertes sont si capitales. Une analyse approfondie des artefacts est lancée dans le but d'établir s'ils ont été importés d'une autre région. L'une des grottes contenait un lit évoquant un cercueil. À côté du lit, l'équipe a retrouvé un harnachement ainsi que les restes d'un cheval, ce qui pourrait suggérer que cette tombe était celle d'un notable. Le sol de la tombe était par ailleurs jonché de précieux objets, parmi lesquels un grand récipient en cuivre, des bracelets en bronze, des dagues en fer et des perles de verre. Mais ils ont aussi découvert 2 mystérieux morceaux de métal. Je ne voudrais pas trop l'aplatir. Il y a 2 masques. Ce sont des masques mortuaires, et il y en a même un 3e. Ne casse pas. Et voilà. Regardez, là, il y a plus de couleurs. C'est incroyable. Les archéologues veulent déterminer quel métal compose ces masques et à quel endroit ils ont été fabriqués. Un échantillon est donc envoyé à l'University College de Londres pour y être analysé par l'archéologue Giovanni Massa. Les résultats révèlent que le masque est composé de 2 couches de métaux précieux. Ce qu'on voit sur cette image, c'est une vue en coupe de l'un des masques. On voit très nettement qu'il y a 2 couleurs différentes. Une couche externe jaune en or et une couche d'argent qui constitue l'arrière du masque. Les 2 métaux ont été soudés l'un à l'autre par martelage. Chose étonnante, aucun gisement d'or ou d'argent n'a été localisé dans les environs de Samtsong. Par ailleurs, les masques sont visiblement l'œuvre d'un artisan hautement qualifié. Ce qui est très frappant, c'est l'épaisseur du masque, de l'ordre de 50 microns. C'est inférieur à l'épaisseur d'un cheveu humain. Pour réaliser un tel artefact, on s'est servi d'une très petite quantité de métal. Ça représente une sphère de cette taille environ pour la couche d'argent et une autre d'un volume encore moindre pour la couche d'or. Des trous minuscules sont visibles sur les bords du masque. Ces trous ont servi à attacher le masque à quelque chose d'autre, dans le but de le fixer sur le visage du défunt. Je pense que le masque était cousu à une étoffe sur laquelle les perles de verre étaient elles-mêmes brodées, le tout formant une coiffe très élaborée.
Le masque couvrait le visage, l'étoffe entourait la tête et les perles de verre étaient disposées sur l'étoffe elle-même, qui descendait sur les épaules et sur le torse. L'effet devait être saisissant. On se trouve face à une collection d'artefacts d'une diversité extraordinaire. Ils sont constitués d'à peu près tous les alliages imaginables. Le style de l'un des médaillons retrouvés diffère radicalement de tous les autres objets de la collection. Il y a des calices en cuivre, très simples, en cuivre martelé, puis des bracelets en laiton ornés de décorations élémentaires. Mais il y a aussi ce magnifique médaillon. Tout cela montre que ce peuple faisait partie d'un véritable réseau de commerce. La vallée fluviale qui traverse le Haut-Mustang, du nord au sud, est l'une des seules voies du Népal qui permet de franchir les montagnes de l'Himalaya. Au sud, c'est l'Inde, tandis qu'au nord s'étendent le territoire de la Chine et le plateau tibétain. C'est là que passait autrefois la route de la soie. Les trésors retrouvés dans les grottes étaient-ils le fruit d'échanges commerciaux? Ou le peuple de Samtsong était-il lui-même originaire de ces terres qui font aujourd'hui partie de la Chine? L'équipe cherche d'autres indices. Un fragment de tissu découvert dans l'une des grottes est également envoyé à Londres pour analyse. L'experte en textile Margarita Gleba examine l'étoffe à l'aide d'un microscope électronique capable d'observer des échantillons à un grossissement de 30 000 fois. Cette étoffe a l'air d'avoir été tissée en armure toile, selon la technique employée pour les calicots. C'est l'étoffe la plus simple que l'on puisse créer sur un métier à tisser. Un fil pris, un fil laissé. Ce qui est curieux sur cet échantillon, c'est que toutes les fibres semblent être parallèles. Aucune n'est torsadée. Le fil à tisser est le plus souvent obtenu en enroulant de courtes fibres entre elles. C'est ce mouvement de torsion qui unit les fibres en un fil unique. La seule fibre permettant de fabriquer du fil sans torsion, c'est la soie. La raison à cela, c'est que les fibres de soie sont extrêmement longues. Lorsqu'on déroule un seul fil de soie d'un cocon, il peut mesurer jusqu'à 2 km de long. On a toutes les raisons de penser qu'on a affaire ici à de la soie chinoise. La datation au carbone 14 indique que les vestiges des grottes remontent à une période entre 400 et 600 après Jésus-Christ. Ce qui signifie que les habitants de Samtsong ont dû à cette époque soit venir de Chine, soit commercer avec la Chine. Pour réunir davantage d'éléments, l'équipe décide d'explorer d'autres sites de la région. Certains pourraient receler des vestiges encore plus anciens que ceux de Samtsong. Les scientifiques ont notamment entendu parler d'une autre grotte appelée Riri. Elle est située à plusieurs heures de route de la ville la plus proche et se dresse à une altitude de 3050 mètres. L'équipe doit y faire transporter tout le matériel d'escalade et des vivres pour plusieurs jours. Mais d'abord, il faut traverser une rivière connue sous le nom de Kali Gandaki. Ce sont les gorges les plus profondes au monde. Elles ont été creusées par les eaux de fonte venues des sommets de l'Himalaya. À certaines périodes de l'année, les torrents rendent la rivière infranchissable à cet endroit. Et une fois passé sur l'autre rive, d'autres difficultés attendent l'équipe. Pete doit s'atteler à la tâche délicate d'accéder à la grotte Riri. Ses piquets solidement fichés dans la roche, Pete teste la descente de la falaise abrupte. Puis il s'élance pour un nouveau rappel en tandem avec Mark. Pas si vite. Descends jusqu'à ce que tu sois assis sur le rebord. C'est bon. Maintenant, tu peux te laisser glisser. C'est tout bon. Il ne leur faut pas longtemps pour trouver ce qu'ils sont venus chercher. Les ossements que nous exhumons sont tous humains.
Parmi les premiers artefacts découverts, une cheville en bois taillée à la main. On dirait une petite dague. C'est vraiment intéressant. Dans le contexte du site, cette dague revêt peut-être une signification particulière. Ça, c'est une très belle poterie. Regardez, un fragment de récipient de couleur noire. Très joli. Les peaux sont noires et munies d'anses épaisses, très caractéristiques. Marc, qui a déjà rencontré ce type de poterie, sait que celles-ci sont sans aucun doute très anciennes. Ils mettent aussi au jour une fosse profonde, qui a également servi de tombe. Les archéologues trouvent les ossements de probablement 5 personnes différentes. La datation au carbone 14 confirmera plus tard que ces sépultures sont vieilles de 2800 ans. Elles sont ainsi parmi les plus anciennes retrouvées dans l'Himalaya. Durant cette phase de l'expédition, l'équipe se fait accompagner de l'anthropologue moléculaire Christina Wariner. Elle remarque que les os ont été manipulés et altérés. Des personnes sont revenues bien après l'inhumation. Elles ont appliqué de l'ocre sur les restes. L'ocre, c'est un pigment minéral qu'on trouve à l'état naturel. Cette substance rouge a été badigeonnée sur certains os et aspergée sur d'autres. On sait que cet ocre a été appliqué après la mort, parce qu'on la retrouve à la fois sur les surfaces externes des os et à l'intérieur. C'est la preuve que cela s'est produit après la décomposition du corps. Il est possible que ces modifications aient été faites longtemps après les inhumations. Ces personnes ne se sont pas contentées d'ignorer les restes ou de les évacuer, elles les ont altérés. C'est inhabituel dans cette région. Une autre découverte faite dans cette grotte peut expliquer ces interventions et la présence de la dague en bois. Une céramique carrée de 30 cm de côté, couverte d'étranges inscriptions. Si on observe attentivement la surface de cet objet, on distingue une série de petites dagues. La présence de ces dagues indique généralement un acte d'exorcisme, un rite destiné à chasser un esprit maléfique qui hante un lieu. Les dagues rituelles, le mot en tibétain c'est purva, qui peut dire tout simplement un clou. Donc c'est quelque chose qui est utilisé pour fixer quelque chose par terre. Marc pense donc que la dague aurait pu être utilisée comme un pieu par des bouddhistes primitifs pour clouer les os à terre. Ils ont dû entrer ici bien après l'inhumation des défunts, et les ossements qu'ils y ont trouvés leur ont fait peur. Mais de quoi ces visiteurs avaient-ils peur? Pourquoi essayer d'immobiliser des corps morts depuis si longtemps? Les vestiges des premiers occupants de la grotte sont parmi les plus anciens jamais retrouvés dans cette région. Malheureusement, aucun élément ne permet encore d'établir de manière certaine d'où ils seraient venus. Un complexe rupestre contenant des restes humains presque aussi vieux que ceux de Riri avait déjà été mis au jour au Mustang au début des années 1990. C'est sur ce site, connu sous le nom de Mebrak, que des archéologues allemands et népalais ont découvert les toutes premières momies de l'Himalaya, datées de 400 avant notre ère. En tout, 42 corps particulièrement bien conservés, grâce à l'environnement naturellement sec et froid de la grotte, y avaient été retrouvés. À l'époque, les scientifiques pensaient que ces individus avaient émigré depuis le sud, en provenance de l'Inde actuelle, plutôt que de la Chine. Depuis leur découverte, les momies sont entreposées à Katmandou. Marc a reçu l'autorisation de les examiner. Certains corps sont restés intacts, comme celui de ce bébé de 2 mois. Certaines des momies de Mebrak ont été retrouvées sur des sortes de couchettes superposées, en position fétale, les poignets et les chevilles liés avec du tissu. Ces sépultures ne ressemblent à aucune autre tombe découverte dans l'Himalaya. Aux côtés des corps,
les chercheurs avaient également retrouvé des objets semblant provenir d'Inde, tels que des gourdes ornementales, des sculptures en bois, une flûte en bambou et même des perles de verre. En Inde, on fabrique des objets en verre depuis plus de 3000 ans. Pourtant, ces différents éléments ne permettent pas d'établir de manière définitive l'origine des momies de Mébrac. Chaque nouvelle grotte découverte au Mustang semble même différente de toutes les autres. Les rites funéraires témoignent d'une grande variété de pratiques. Les défunts présents dans certaines grottes ont été dépecés, alors que dans d'autres, on les a enterrés dans des fosses. D'autres fois encore, les dépouilles ont été disposées sur des couchettes. Ces divers groupes venaient-ils tous de cultures différentes? De nombreuses hypothèses ont été avancées concernant l'origine du peuple qui s'est implanté le premier dans les montagnes de l'Himalaya. Mais aucune de ces hypothèses n'était suffisamment étayée. Pour éclaircir ce mystère, nous avons besoin d'ADN issu de cette première vague de peuplement. L'équipe va donc essayer de prélever de l'ADN sur les restes humains retrouvés dans les grottes explorées. Marc commence avec les dépouilles de Mébrac. Il prélève sur ce crâne des dents vieilles de 2300 ans. L'émail des dents est le plus dur des tissus humains. Il est capable de protéger l'ADN contenu à l'intérieur d'une dent pendant des millénaires. Les dents sont envoyées au laboratoire de Christina Wariner à l'université de l'Oklahoma. Cet espace stérile a été conçu pour préserver les échantillons archéologiques de toute contamination par de l'ADN humain moderne. De l'ADN, il y en a partout. Chaque fois que vous toussez ou que vous éternuez, vous expulsez de l'ADN dans l'air. Pour récupérer du matériel génétique ancien et dégradé, il faut limiter au maximum la présence d'ADN parasites. Dans les laboratoires où l'on travaille, l'air est filtré en permanence. Les plafonds sont équipés de lampes à ultraviolet qui stérilisent l'environnement entre chaque utilisation. Et nous portons des combinaisons qui préviennent la dissémination de notre propre ADN. La plupart du temps, ces combinaisons servent en cas d'épidémie, pour protéger ceux qui les portent de toute contamination. Pour nous, c'est l'inverse. Nous essayons de protéger nos échantillons de notre propre ADN. Nous nettoyons les dents à l'eau de Javel pour éliminer toute trace d'ADN en surface. C'est un peu comme le nettoyage qu'on pratique chez le dentiste. On se sert d'un outil abrasif qui retire la couche superficielle pour éliminer la partie contaminée. On utilise ensuite des rayonnements ultraviolets qui endommagent toute trace d'ADN encore présent en surface. On peut alors libérer l'ADN contenu dans la dent elle-même. Lorsque l'ADN est enfin isolé, il s'avère exceptionnellement bien conservé. C'est extraordinaire. C'est sans doute dû au froid et à la sécheresse intense qui règne dans cette région. Un échantillon de dents d'une centaine de milligrammes et de la taille d'un petit pois est suffisant pour séquencer l'ensemble d'un génome humain. Ce séquençage livre une identité génétique unique pour chacun d'entre nous. En prélevant les fragments d'ADN présents, on reconstitue patiemment le génotype d'un individu, ce qui nous révèle toutes sortes d'informations à son sujet. À quoi il ressemble, si c'est un homme ou une femme, et même d'où venaient ses ancêtres. Les généticiens peuvent en apprendre davantage sur nos origines en examinant les subtiles variations de notre ADN et en les rapprochant avec celles d'autres groupes. La généticienne Anna Di Rienzo compare donc les génomes des échantillons prélevés au Mustang. Elle constate qu'ils sont très similaires entre eux, même lorsqu'ils proviennent de grottes différentes. L'une des découvertes majeures de notre étude, c'est que le patrimoine génétique de ces populations n'a pas connu de changement majeur tout au long de la période des échantillons concernés, soit à peu près 3000 ans.
Anna a ensuite comparé les génomes des anciens habitants avec ceux de populations contemporaines de différentes régions du monde. Elle étudie pour cela de brefs segments de génomes sur lesquels elle relève les similarités et les différences dans l'ordre des 4 bases chimiques de l'ADN représentées par les lettres A, C, T et G. Grâce à cette analyse, nous pouvons déterminer de quelle population actuelle nos échantillons sont les plus proches. Une surprise attend les scientifiques. Il n'existe aucune correspondance avec les populations de l'Inde d'aujourd'hui. Les résultats indiquent au contraire que les premiers habitants de l'Himalaya sont apparentés génétiquement à des peuples de l'Est de l'Asie, parmi lesquels les Japonais contemporains, les Chinois Han, les Tibétains et les Sherpas. Cette révélation confirme ce que les archéologues soupçonnaient depuis leur découverte faite à Samtsong. Les premières vagues de peuplement de l'Himalaya sont bel et bien venues du nord, de l'Asie de l'Est et du plateau tibétain, et non de l'Inde, au sud. Les échantillons d'ADN ont été prélevés sur des dépouilles d'individus ayant vécu dans différentes zones du Mustang et à différentes époques. Bien qu'ayant des coutumes et des rites funéraires bien distincts, ils étaient tous génétiquement très proches. De nos jours, il existe une caractéristique génétique spécifique au peuple de l'Himalaya vivant à haute altitude. C'est une mutation, une variation dans l'ordre des composés chimiques qui constituent le gène. Cette variante évite à ces populations de souffrir de symptômes associés à la vie en altitude. À quelques endroits précis du génome, on a relevé des caractères ayant connu une évolution très récente. Et l'un de ces caractères modifiés est une adaptation à l'altitude. Seule une poignée de ces gènes a été soumise à un processus de sélection très récemment, et celui-ci en fait partie. De nos jours, la plupart des habitants de l'Himalaya possèdent cette variante du gène en question. Mais à quelle époque est-elle apparue? Le peuple des grottes présentait-il déjà cette mutation? Pour mener à bien des tests plus complets, les scientifiques doivent prélever davantage d'échantillons d'ADN. Ils décident de se rendre sur un autre site funéraire dans la région de Narfou. Ils ont entendu parler d'une grotte qui renfermerait des centaines d'ossements. Le site n'est situé qu'à 50 km plus à l'est à vol d'oiseau, mais le relief du parcours est particulièrement accidenté. Pour s'y rendre, il faut compter 3 jours de voiture et encore 3 jours supplémentaires de marche. En l'espace de 10 heures, l'équipe doit grimper jusqu'à une altitude de 3650 mètres, une élévation de 1200 mètres. Au fur et à mesure qu'on avance et qu'on gagne peu à peu de l'altitude, on a de plus en plus de mal à respirer. Ça nous donne l'impression d'être de moins en moins performants. La plupart des autochtones ne ressentent pas ce changement parce que la mutation de leur ADN leur a permis de s'acclimater à l'altitude. Pendant ce temps, nous, on cherche notre souffle. On a la sensation très nette d'avoir moins de force. Ça peut aussi s'accompagner de maux de tête et de nausées. Ici, l'air contient environ 35% d'oxygène en moins qu'au niveau de la mer. Les membres de l'équipe surveillent donc de très près l'oxygénation de leur sang. Nous sommes arrivés à Meta, qui est situé à environ 3560 mètres d'altitude. On va simplement vérifier notre taux d'oxygène sanguin à l'aide d'un oxymètre de pouls. Le chiffre du bas, c'est ce qui nous donne le pouls. Quant au chiffre du haut, il correspond au pourcentage d'oxygène contenu dans le sang. Lorsqu'on respire, de l'oxygène entre dans notre organisme et fournit aux cellules le carburant dont elles ont besoin pour fonctionner. Au niveau de la mer, les cellules sanguines doivent en principe avoir un taux d'oxygénation minimal de 95%. Mais à 3600 mètres d'altitude, le taux d'oxygénation des personnes non acclimatées n'est plus que de 80 à 90%.
En ce moment, les membres de l'équipe ont en moyenne un taux d'oxygénation du sang de 82% et un pouls qui tourne autour de 108 ou 109. Ce sont des valeurs qui n'ont rien de surprenant quand on vient d'arriver en altitude. Et qu'on ne possède pas les gènes adéquats. Exactement. Si la plupart des habitants actuels de cette région possèdent cette variante génétique, il reste à déterminer où et quand cette mutation est apparue. L'équipe s'élève toujours davantage en quête du site funéraire de Narfou, jusqu'à franchir le cap des 4000 mètres qui annonce le froid et l'aridité des alpages. Ici, la vie est rude. C'est pour cette raison que le peuplement de l'Himalaya est si récent. C'est même incompréhensible que des hommes aient voulu s'implanter ici. Quand on s'intéresse au mouvement migratoire des 2 derniers millions d'années, on remarque que les montagnes sont parmi les dernières zones à avoir été occupées. Après les déserts et après les régions polaires telles que le cercle arctique. La montagne n'a été habitée qu'ensuite. C'est un environnement très hostile pour les hommes. L'expédition finit par atteindre Kiang, un village situé près de la grotte qu'ils sont venus explorer. Mais aujourd'hui, l'endroit est désert. Les habitants sont allés chercher de la nourriture sur de plus hauts pâturages et le village paraît à l'abandon. Il n'y a vraiment personne dans les environs. J'ai fait un petit tour pour essayer de trouver des gens à qui parler, mais sans résultat. Il y avait bien quelques personnes pour s'occuper des mules qui traînent dans le coin, mais elles sont parties il y a 15 ou 20 minutes. Il y a des milliers d'années, les premiers habitants de la région faisaient déjà brouter leurs animaux sur ces pâturages. Des gens ont vécu ici il y a très longtemps. Ce sont eux qui ont bâti ce site. Et ils ont inhumé leurs morts dans un coin de cette terre relativement fertile, cernée par ces barres rocheuses incroyablement verticales. Nous allons devoir établir une chronologie et voir si des artefacts pertinents peuvent nous donner une meilleure idée des individus auxquels nous avons affaire. Pour l'instant, on ne sait pour ainsi dire rien d'eux, hormis le fait qu'ils ont existé. À 250 mètres environ au-dessus du village, se trouve une grotte naturelle surmontée de pans de murs bâtis par l'homme. On est au pied de la grande fissure. Le seul problème, c'est que c'est un endroit très exposé et qu'il y a pas mal de pierres instables de part et d'autre. Si on n'assure pas sa prise, une pierre pourrait se détacher et on pourrait même tomber dans le vide. Grimpant en solitaire, Pete escalade la grande fissure qui mène jusqu'au fond de la grotte. Il installe ensuite un point d'ancrage pour s'assurer en cas de chute. Quand on progresse dans une faille obscure avec un masque respiratoire et une lampe frontale, on se retrouve parfois très à l'étroit. Il vaut mieux ne pas être claustrophobe. Il y a beaucoup de poussière dans la grotte, ainsi que de nombreuses déjections d'oiseaux, de chauves-souris et de toutes sortes de rongeurs. Il faut se faufiler le long de la crevasse, et puis on se retrouve dans une salle très spacieuse, remplie d'ossements. Ça fait penser à une crypte. Marc, tu me reçois? On te reçoit, Pete. J'ai plusieurs mâchoires en face de moi et aussi des fémurs. Il y a également quelques autres restes humains. J'ai trouvé un morceau de bois très intéressant. J'ai tout mis dans un sac, je le descendrai en sortant. Cette fois, l'escalade est trop technique pour que les scientifiques puissent accéder à la grotte. Pete fera un schéma sur lequel il reportera l'emplacement précis des différents artefacts et ossements qu'il découvrira. Les sépultures d'origine ont été abîmées, sans doute l'œuvre de pillards venus chercher des objets funéraires de valeur. Il y a un véritable éparpillement de matière. On dirait que quelqu'un a creusé cette zone qui se trouve à ma gauche. Le site est moins bien préservé que je n'avais imaginé. 3 journées entières sont nécessaires pour mettre au jour l'ensemble des ossements et des objets de la grotte.
Marc veut identifier des ossements susceptibles de contenir des échantillons d'ADN. Mais il voudrait aussi trouver de nouvelles traces de rites funéraires afin de compléter les éléments qu'il a déjà collectés durant les autres fouilles. Des ossements d'animaux sont retrouvés avec les os humains. Il est très courant dans cette région du monde d'inhumer les morts avec des animaux domestiques. Ici, à Kiang, les seuls animaux qu'on a retrouvés pour l'instant, ce sont des moutons ou des chèvres. À l'intérieur de ces grottes, on trouve les restes d'animaux. Il y a des mouflons, par exemple, et parfois on trouve des chevaux et aussi des moutons. Pourquoi ils sont là? Parce que le mouton était l'animal qui était responsable pour guider l'âme du défunt à l'autre monde. La datation au carbone 14 révélera plus tard que ces individus ont vécu aux alentours de 200 avant Jésus-Christ, soit à peu près à la même époque que les momies de Mébrac. Leurs artefacts semblent avoir été fabriqués localement. Il est donc possible que ce peuple vivait en autarcie et ne dépendait pas d'échanges commerciaux. Le bois aurait pu provenir des environs. Ceci est un très joli bol. Il a été fabriqué dans un bois tendre. Son socle est très beau. Il ressemble à celui d'un bol qui aurait été façonné sur un tour. On a taillé le bois de manière à lui donner cette apparence. Jacqueline établit que 23 personnes ont été inhumées dans la grotte de Kiang. Il n'y a pas d'entaille sur les os et la présence encore visible de chair suggère que les corps ont été enterrés entiers. Mais l'âge des défunts est surprenant. Plusieurs de ces individus avaient moins de 20 ans. Et plusieurs autres dépouilles appartiennent à de jeunes adultes d'un âge inférieur à 30 ou 35 ans, ce qui laisse à penser qu'ils sont morts prématurément. Ils ont pu être victimes d'une famine ou d'une maladie infectieuse qui aurait évolué très rapidement. L'un des objets retrouvés par Marc est particulièrement énigmatique. L'une des choses les plus intéressantes que nous avons trouvées à Kiang, c'est ce petit bâton. Il a été taillé avec soin. Il a une pointe fine qui s'élargit progressivement. Il a été clairement conçu pour être fiché dans la terre ou dans un genre de cavité. Mais quand on regarde le motif, on s'aperçoit que c'est une silhouette humaine. Je pense que cet individu tient dans sa main un objet retrouvé sur le site et qu'on appelle bâton de feu. Ces bâtons de feu mesurent entre 10 et 12 cm de long et la plupart du temps, l'une de leurs extrémités est brûlée. On distingue une ligne sinueuse que j'interprète comme de la fumée provenant du bout du bâton de feu. Marc a rendez-vous avec l'anthropologue Charles Ramble. Celui-ci est un spécialiste des rites des peuples de l'Himalaya et pourrait donc expliquer la signification de cet objet. Quelle est cette matière? Ce n'est pas le résultat d'une simple décoloration du bois par l'eau. Non, c'est pas ça. En réalité, ils ont souligné le motif à l'aide de particules de pierre sombre, finement broyées, qu'ils ont ensuite écrasées tout autour du tracé pour en intensifier le contraste. Donc tout ce qu'on voit est volontaire. Oui, c'est complètement délibéré. Charles Ramble a récemment fait la découverte d'un texte ancien qui décrit un rituel funéraire très particulier. Ce texte fait référence à des bâtons désignés sous le nom de flambeaux. Ces flambeaux semblent avoir une fonction essentielle. Ils empêchent les morts de ressusciter sous forme de démons. Pour se battre contre les démons de la mort, il fallait avoir le feu. Et avec ce feu, on peut allumer des flambeaux et avec ces flambeaux, on peut battre les démons qui sont responsables pour la mort et finalement on est sauvé de la mort, pour ainsi dire. Donc c'est un mythe qui explique l'utilisation de flambeaux pendant des rituels funéraires. Et pour moi, c'est très intéressant de voir quelque chose qui pourrait être l'évidence d'une utilisation rituelle de flambeaux dans un contexte mortuaire. Le texte révèle toute l'horreur que représentaient ces démons. Dans certains cas, ils disent même dans le texte que ces démons boivent le sang de femmes. C'est des démons qui sont responsables pour dévitaliser leur proie. Et à cause de cela, il y a le grand tibétologue français, Rolf Stein, qui, pour traduire le mot tibétain, chi,
a utilisé le mot français « vampire ». Cela expliquerait pourquoi le bâton de feu a été retrouvé dans la grotte de Kyang avec les dépouilles de jeunes adultes. Ce peuple ancien croyait peut-être que les personnes mortes prématurément étaient plus susceptibles de ressusciter sous forme de vampires. En plus de la découverte de ces objets de culte, les scientifiques sont parvenus à prélever de l'ADN dans la tombe. Ils vont donc pouvoir le comparer à celui des autres populations anciennes du Mustang. L'équipe dispose maintenant d'assez de matériel pour répondre à quelques questions clés. Parmi ces différents groupes, lesquels portent le gène qui permet de s'adapter à une vie en altitude? Et à quelle époque cette mutation est-elle apparue? Un aspect important de cette étude est qu'elle nous fournit des échantillons d'ADN humain appartenant à différentes époques du passé. On peut observer la modification du génome au fil du temps. C'est ce que j'appelle observer l'évolution en pleine action. Les résultats des analyses révèlent que tous les individus inhumés dans les grottes possédaient le gène principal de l'adaptation à l'altitude. Cela signifie que cette modification génétique est antérieure à 800 avant Jésus-Christ. Mais l'étude révèle autre chose. Certains d'entre eux ont connu une seconde adaptation, et elle améliore encore leur capacité à vivre en altitude. Les plus anciens des individus des grottes ne possèdent que la première variante génétique. Ceux des sites funéraires les plus récents, comme celui de Samtsong, présentent aussi la seconde variante. De nos jours, les habitants de la région possèdent les deux variantes. Cette particularité a déjà été observée dans un contexte très particulier. En 2008, des archéologues travaillent dans la grotte de Denisova, située dans les montagnes sibériennes de l'Altaï. Ils y découvrent les restes de ce qui semble être une nouvelle espèce d'hominidés encore inconnue. Parmi ces ossements figure l'os d'un doigt vieux de 41 000 ans et qui contient juste assez d'ADN pour être séquencé. Cet os appartenait à une jeune femme et elle présentait elle aussi cette seconde adaptation génétique à la vie en altitude. Les hominidés de la grotte de Denisova étaient très largement représentés en Asie. Peut-être même s'étaient-ils déjà adaptés à la vie en altitude. C'est un point de l'évolution que nous aimerions pouvoir éclaircir. Les populations du Mustang et l'homme de Denisova présentent donc la même variante génétique. Cela veut dire que les Homo sapiens, les hommes modernes, ont dû se mélanger avec les Denisoviens pour donner naissance à une descendance commune. Il avait déjà été établi que les Homo sapiens et les Néandertaliens s'étaient accouplés. Maintenant, pour la première fois, les scientifiques possèdent la preuve d'un métissage entre nos ancêtres et cette autre espèce de la lignée humaine. La mutation héritée des Denisoviens a permis aux habitants de l'Himalaya de conquérir un environnement aussi hostile que celui du pôle Nord ou du pôle Sud. Cette découverte est passionnante. Nous n'avons pas seulement appris que des hommes modernes et des hommes de Denisova avaient connu des croisements. Nous savons aussi que les Denisoviens ont transmis aux hommes modernes des gènes qui leur ont permis de s'adapter aux conditions très rudes de cette région, qu'on surnomme le troisième pôle, et d'éviter ainsi l'hypoxie causée par l'altitude. L'étude de l'ADN ancien nous permet d'observer en direct l'évolution de l'homme moderne. Cette capacité que nous avons désormais de séquencer des génomes anciens nous apprend une foule d'informations nouvelles sur l'évolution de notre espèce. Nous sommes d'ores et déjà en train de réécrire l'histoire de l'humanité.
il ne fait aucun doute que nous continuons à évoluer. La fin de notre évolution serait synonyme de l'extinction de notre espèce. Ce sont ces changements infimes qui nous permettent de mieux nous adapter aux changements de notre environnement. Que des humains parviennent à vivre à une telle altitude en dit long sur les capacités d'adaptation de notre espèce. L'expédition au Mustang a permis de comprendre comment ces peuples ont survécu dans l'une des régions les plus hostiles du globe. Et elle a levé le voile sur un chapitre inconnu de l'histoire de l'humanité. Les mystérieuses grottes du Mustang sont l'héritage inestimable de ce peuple de montagnards cachés sur le toit du monde.